Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le dernier épisode de l'année 2022. Et oui, ça y est, on y est, c'est la fin de l'année. Pour rappel, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envoyé un mail par jour du 1er au 24 décembre, donc dans le cadre du calendrier de l'Avent, des mails dans lesquels il y a des conseils d'écriture, d'auto-édition, des conseils concernant l'état d'esprit, des jeux d'écriture et aussi des confidences. Donc si jamais vous n'étiez pas abonné, si jamais vous les avez manqués, si jamais vous n'avez pas eu le temps de tous les lire, aucun problème, ils sont tous disponibles dans la bibliothèque privée du site rêvedauteur.fr. Le mot de passe pour y accéder est en bas de chaque mail que j'ai envoyé. Sachez aussi que le 24, j'ai envoyé un e-book gratuit, un e-book de 41 pages, pour vous permettre de faire le bilan de l'année 2022 et de vous fixer des objectifs pour l'année 2023. Pour ceux qui sont là depuis un moment, vous le savez, je l'envoie chaque année cet e-book. Les 2 premières années c'était le même, mais cette année je l'ai changé, je l'ai retravaillé en profondeur, il est plus étoffé, il est plus complet, il reprend toutes les catégories utiles, toutes les catégories qui concernent l'auteur indépendant, donc écriture, communication, relations, organisation, mindset, etc. Donc je vous invite à le récupérer dans le dernier mail du calendrier de l'Avent du 24 décembre. Si jamais vous ne l'avez pas reçu, si jamais vous n'étiez pas inscrit ou autre, il est également disponible dans la bibliothèque privée. En janvier, on reprendra un rythme normal d'un mail par semaine le lundi et exceptionnellement, de temps en temps, parfois, quand j'en ai envie, le jeudi. Alors aujourd'hui, on va continuer notre série d'épisodes sur l'anatomie du scénario de John Truby et on va s'attaquer à un très très gros morceau que je vais essayer de synthétiser au mieux. Et ce morceau, ça concerne évidemment les personnages. Vous le savez, les personnages, c'est vraiment le point essentiel d'un roman. Pour moi, c'est l'élément clé. C'est ce qui fait toute la différence entre les romans qui marchent le plus, les romans qui cartonnent, les romans qui touchent le lecteur, les romans qui marquent les lecteurs, et les romans qui marchent un petit peu moins bien. Alors cette partie est découpée en plusieurs sous-parties. Le réseau de personnages, individualiser les personnages, créer votre héros, et enfin construire le conflit. L'erreur numéro 1 des auteurs selon John Truby, c'est de faire la liste de tous les signes distinctifs, raconter l'histoire du personnage, puis le faire changer à la fin. Selon lui, il faut d'abord se concentrer sur le personnage principal et observer tous les personnages ensemble, comme les différentes parties d'un réseau. Vous vous souvenez, je vous l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, John Truby voit vraiment le roman et toutes les parties d'un roman comme quelque chose d'organique où tout est lié, tout est relié. Et ici, c'est la même chose pour les personnages, donc on a le personnage principal et les personnages qui sont autour de lui, et tout doit être relié. On ne doit pas les créer vraiment distinctement les uns après les autres, on doit les relier ensemble. On doit malgré tout les individualiser, puisqu'ils ne peuvent pas tous être identiques. Ensuite, on doit construire le héros étape par étape, donc approfondir notre héros. En 4e étape, on doit créer l'adversaire, et enfin, on doit construire le conflit. Première sous-partie, le réseau de personnages. Les personnages et le héros, donc le personnage principal, ne doivent pas être pensés comme des individus distincts. Ce sont les différentes parties d'un tout, d'un réseau, dans lequel chacun va aider à définir les autres. En gros, selon John Truby, un personnage est défini par ce qu'il n'est pas. Pour John Truby, c'est un élément essentiel parce que ça permet de créer des personnages secondaires plus complexes, plus intéressants que les personnages que l'on crée habituellement. Tout personnage doit servir l'histoire et donc servir le but de l'histoire. Il doit avoir une fonction à remplir, un rôle spécifique pour permettre à l'histoire d'atteindre son but. On a le héros, donc c'est la personne évidemment qui a le problème central, qui mène l'action. L'adversaire, qui va chercher à empêcher le héros d'accomplir son désir, et il veut la même chose que lui. L'allié, donc il aide le héros et son objectif est souvent celui du héros, mais parfois il peut avoir un objectif propre. Le faux allié, c'est-à-dire c'est un personnage qui semble être l'ami du héros, mais qui est en fait un adversaire. Le faux adversaire, donc il se bat contre le héros en apparence, mais en fait c'est un allié. Et enfin le personnage secondaire. C'est par le contraste que le personnage secondaire va souligner les traits de caractère ou les dilemmes du héros. Au-delà des fonctions des personnages dans l'histoire, il y a quelques cas particuliers. L'un des cas particuliers, c'est lorsqu'il y a 2 personnages principaux, et c'est le cas, en général, dans les histoires d'amour ou les histoires d'amitié. Donc avec l'histoire d'amour, forcément, il y a 2 personnages, 2 colonnes vertébrales, 2 lignes de désir. Selon John Truby, il faut s'assurer que l'un des personnages est plus central, un petit peu plus mis en avant que l'autre, et qu'il a la ligne de désir principale.
puisque dans le cas contraire, on pourrait avoir deux lignes de désir qui ne se rejoignent pas, alors que dans un roman, il faut que tout soit lié, donc il faut qu'il y ait un personnage qui soit un petit peu plus mis en avant par rapport à l'autre. Dans ce genre d'histoire, c'est l'être aimé qui est l'adversaire principal du personnage. On peut évidemment ajouter des adversaires secondaires, des adversaires extérieurs. Dans l'histoire d'amitié, l'un des personnages doit être plus central, ici aussi, c'est le penseur, le stratège, il élabore les plans. L'ami est à la fois l'allié et l'adversaire. Il y a souvent un adversaire extérieur qui est dangereux et permanent en plus, et des adversaires secondaires. Il doit aussi y avoir un problème dans leur relation, quelque chose qui permet d'avoir une opposition constante entre les deux personnages principaux, pour que ça ne soit pas trop lisse. Deuxième cas particulier, c'est quand il y a des héros multiples. Au lieu de suivre un personnage unique, on va comparer en fait les actions de plusieurs héros. Mais même dans ces histoires simultanées, il doit y avoir une qualité linéaire, il doit y avoir une ligne narrative centrale. Du coup, chaque personnage de l'histoire va devoir passer par les 7 étapes de la structure, celles dont on a déjà parlé. Comme il y a plusieurs héros, ça va forcément freiner le dynamisme narratif, surtout s'il y a beaucoup de héros. Donc ça va ralentir l'histoire. John Truby propose des techniques pour accélérer le dynamisme narratif, je vais pas toutes les citer, juste certaines. Par exemple, utiliser le suspense pour basculer d'une ligne de désir à l'autre, réduire le temps de l'histoire pour que tout se passe en un laps de temps plus court, faire rencontrer les personnages principaux par coïncidence de temps en temps, qu'il n'y ait pas que des histoires distinctes, faire émerger un personnage au fil de l'histoire pour qu'il soit plus important, ou encore attribuer la même ligne de désir à tous les personnages. Après avoir vu les fonctions des personnages, on a aussi les archétypes. Les archétypes sont des modèles psychologiques fondamentaux de la personnalité. Ce sont les rôles d'un personnage en société, sa façon d'interagir avec les autres. Chaque archétype exprime un modèle que logiquement les lecteurs reconnaissent. Parmi ces archétypes, on a le roi ou le père, qui régit sa famille ou son peuple avec sagesse et détermination, la reine ou la mère, qui tisse un cocon protecteur où les autres s'épanouissent, le vieillard sage, le mentor ou encore le professeur qui transmet sagesse et savoir, le guerrier qui est le champion physique du bien, le magicien ou le chaman qui rend visible la réalité profonde qui est inaccessible au sens et peut équilibrer et contrôler les forces de la nature, le rusé qui est un dérivé du magicien, il utilise la ruse, la confiance et le pouvoir, l'artiste ou le clown qui définit l'excellence pour son peuple ou lui montre ce qui ne fonctionne pas, l'amoureux, qui procure l'attention, la compréhension dont l'autre a besoin, et enfin le rebelle, qui se détache de la masse et entreprend des actions pour lutter contre un système oppressant. Je les ai pas cités, mais John Truby explique dans chaque cas comment cet archétype peut devenir négatif. Donc j'ai pas détaillé parce que ce serait un petit peu trop long, mais vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil au bouquin pour avoir plus d'informations. La deuxième étape, après avoir créé ce réseau, c'est d'individualiser les personnages. Il faut transformer les archétypes en individus. On doit créer des personnages en les comparant les uns aux autres en fonction du thème et de l'opposition. Le thème, ça exprime en fait le point de vue de l'auteur sur la manière dont il faut agir dans le monde. On l'exprime en général par le biais des actions des personnages. Le thème, en fait, c'est notre vision morale et notre idée de ce qui est bon ou mauvais. Pour individualiser les personnages, il faut donc trouver le problème moral qui est au cœur de la prémisse qu'on a déjà écrite. Troisième étape, c'est de créer le héros. Selon John Truby, on va créer le héros en couches superposées. L'étape 1, c'est les caractéristiques. L'étape 2, la transformation du personnage. L'étape 3, le désir. Et l'étape 4, l'adversaire. Les caractéristiques du héros. Le héros, c'est celui qui mène l'histoire du début à la fin. Donc ce personnage principal doit toujours être fascinant. Il mène l'action, il doit attirer donc et retenir l'attention du lecteur. Le public doit aussi s'identifier au personnage, mais pas trop. C'est-à-dire que les lecteurs doivent s'identifier au héros pour s'attacher émotionnellement, mais il ne doit pas trop s'identifier, il doit pouvoir prendre du recul sur l'histoire. Le public doit ressentir de l'empathie et non de la sympathie. Ça, c'est un point intéressant et important qu'on a tendance à oublier quand on parle des personnages. L'empathie, c'est de s'intéresser à quelqu'un et de le comprendre. On montre ce qui motive les actes du personnage. On fait en sorte que le lecteur comprenne pourquoi le personnage agit de telle manière. La sympathie, ça amène la compassion. Le public veut que le héros réussisse. L'important, c'est donc l'empathie, qu'on comprenne le personnage, mais on n'est pas obligé de ressentir de la sympathie.
Enfin, le héros doit aussi avoir un besoin moral et psychologique. Donc on augmente l'impact du personnage et la puissance émotionnelle de l'histoire en ajoutant un besoin moral et un besoin psychologique dont on a déjà parlé. Étape 2, la transformation. On l'appelle aussi l'arc du personnage, le développement du personnage, l'éventail de transformation. C'est le développement du personnage au cours de l'histoire. Un personnage est un être fictionnel qui est créé pour montrer qu'un être humain est unique par un nombre illimité d'aspects, mais qu'il reste un être doté de caractéristiques que nous partageons tous. On va mettre le personnage en action et le comparer à d'autres pour montrer de quelle manière un personnage peut mener une bonne ou une mauvaise vie. Plus l'éventail de transformation est large, plus l'histoire est intéressante. L'éventail de transformation représente les différentes possibilités d'évolution du moi du personnage, définies par sa compréhension de lui-même. Cette transformation, en fait, c'est le moment où le héros va devenir celui qu'il doit être. Il ne peut pas devenir quelqu'un d'autre, il doit achever un processus de transformation qui se produit tout au long du roman, tout au long de l'histoire. Ça peut pas apparaître comme ça du jour au lendemain. Une transformation suppose donc une véritable remise en question, une modification de ses croyances élémentaires, et un nouveau comportement moral à adopter. Pour créer une transformation, il faut en fait partir de la fin, c'est-à-dire de la prise de conscience, puis revenir au début de l'histoire et déterminer le point de départ, c'est-à-dire le besoin du personnage et le désir du personnage. Et enfin, il faut imaginer les étapes de développement, donc on part de la fin pour que ce soit plus simple à imaginer. La prise de conscience du héros doit avoir les qualités suivantes. Elle doit être soudaine, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un impact dramatique, créer une explosion émotionnelle chez le lecteur, apporter de nouvelles informations au héros, qui doit donc comprendre qu'il s'est menti à lui-même, qu'il s'est trompé jusqu'à maintenant, et pousser le héros à agir selon un nouveau code moral, donc adopter un nouveau comportement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la transformation ne se produit pas seulement à la fin de l'histoire, elle est rendue possible dès le début par la façon dont on la prépare, donc on l'amène progressivement tout au long de l'histoire. John Truby nous explique qu'on peut aussi avoir recours à la technique du double retournement, c'est-à-dire que on donne une prise de conscience au héros et à l'adversaire. Chaque personnage va donc apprendre quelque chose de l'autre. Pour qu'il y ait un double retournement, il faut que le héros et l'adversaire aient une faiblesse et un besoin, que l'adversaire soit humain, capable d'apprendre et de changer, qu'au cours de la confrontation, on leur donne une prise de conscience à tous les deux, et pas seulement à l'un des deux. Le héros doit apprendre quelque chose de l'adversaire et inversement, et enfin, le point de vue moral de l'auteur va correspondre au meilleur de ce que les deux personnages ont appris. En général, le meilleur exemple de double retournement, c'est tout simplement dans les histoires d'amour. L'étape 3, après la transformation, c'est le désir. L'histoire ne doit comporter qu'une seule ligne de désir. Le héros n'a qu'un seul objectif principal. Ce désir doit être précis, c'est-à-dire qu'il existe un moment précis qu'on peut déterminer, où le lecteur va apprendre que le héros a atteint ou non son objectif. Il faut que ce soit très clair. Le désir doit être accompli vers la fin de l'histoire évidemment, parce que s'il arrive trop tôt, il n'y a plus d'histoire. L'histoire se termine. Quatrième étape, l'adversaire. Ce n'est que parce que l'adversaire attaque la faiblesse majeure du héros que celui-ci est forcé de la prendre en considération et d'évoluer. L'histoire ne peut se déployer qu'une fois la relation entre le héros et son adversaire définie. Pour créer un bon adversaire, il faut rendre l'adversaire nécessaire. C'est la personne la plus à même d'attaquer le personnage principal et sa faiblesse. Il doit l'attaquer sans relâche, il doit forcer le héros à surmonter sa faiblesse. Il faut rendre l'adversaire humain, c'est-à-dire que c'est un adversaire qui sera aussi complexe et intéressant que le héros. Il a des faiblesses qui le poussent à mal se comporter vis-à-vis des autres, il a un besoin, il a un désir, il doit avoir du pouvoir ou en tout cas une grande compétence. Ensuite, il faut doter l'adversaire de valeurs qui s'opposent à celles du héros. Il faut mettre un argument moral convaincant mais erroné dans la bouche de l'adversaire, c'est-à-dire que l'adversaire et le héros pensent tous les deux avoir raison. Et ils ont tous les deux de bonnes raisons de le croire. Il faut rendre le héros et l'adversaire similaires par certains aspects, c'est-à-dire qu'on va opposer deux êtres qui ont des similarités. On leur donne des traits similaires. On évite ainsi le héros totalement bon et l'adversaire totalement méchant. Et enfin, il faut situer l'adversaire dans le lieu où se trouve le héros. Le plus simple, c'est de trouver une raison pour les garder au même endroit tout le temps, pour qu'il y ait vraiment une confrontation constante. Enfin, la dernière étape, c'est de construire le conflit. Selon John Truby, il faut construire un conflit de façon ascendante jusqu'à la confrontation finale. Il faut mettre le héros sous pression afin de l'obliger à se transformer. Ce qui est intéressant, c'est l'opposition à 4 coins. C'est-à-dire qu'on évite l'opposition simple entre le héros et l'adversaire, c'est-à-dire une ligne entre le héros et l'adversaire.
On utilise une opposition entre le héros, un adversaire principal et 2 adversaires secondaires. On a un réseau d'opposition, vous avez vu le mot réseau revient, pour ajouter de la profondeur. Alors il y a un petit schéma que je vous invite à aller voir directement dans le livre. L'idée c'est que chaque adversaire doit trouver une façon différente d'attaquer la faiblesse du héros. Donc en fait il va se retrouver avec 3 adversaires. Ça permet de distinguer les adversaires et de s'assurer que tous les conflits sont connectés au défaut principal du héros, que tous les adversaires sont connectés finalement au personnage principal. Ensuite, chaque personnage doit être en conflit avec le héros, mais aussi avec les autres personnages, c'est-à-dire que les adversaires sont aussi en conflit entre eux. C'est ça qui est intéressant et qui crée le réseau. Ça permet d'augmenter la quantité de conflits qu'on peut créer et construire dans l'histoire. Les valeurs des 4 personnages vont donc forcément être en conflit. Les bons adversaires ont un ensemble de croyances qui doivent être bousculées, et les croyances du héros n'ont de sens que si elles entrent en conflit avec celles d'au moins un autre personnage. Donc si elles entrent en conflit avec celles des autres adversaires. Les personnages dans le schéma doivent occuper chacun un coin, ça signifie simplement qu'ils sont différents les uns des autres. On n'a pas 3 adversaires identiques, on a 3 adversaires individualisés, différents les uns des autres. Voilà l'essentiel de ce que nous dit John Truby concernant les personnages. Évidemment, j'ai énormément résumé, puisque c'est un très très gros morceau. J'ai retiré, comme d'habitude, tous les exemples. Donc si vous voulez que ce soit encore plus clair, encore plus détaillé, encore une fois je vous invite à aller voir du côté du livre. Il y a toujours un exercice d'écriture à la fin du chapitre et des questions-réponses qui permettent d'approfondir un petit peu le sujet des personnages, qui est un sujet vraiment très 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 important. Ce qu'on retrouve le plus, c'est toujours cette idée d'histoire organique, de réseau, où tout est lié, connecté, voire même interconnecté, où on doit tout créer ensemble. Vous voyez que finalement, John Truby nous dit pas de créer des personnages avec des fiches personnages, de remplir des caractéristiques, etc. Vous savez, les idées un petit peu bateaux qu'on nous donne quand on commence l'écriture. Au contraire, lui, il part vraiment du côté être humain. Un personnage avec une faiblesse, un besoin, un désir, des valeurs qui va s'opposer aux croyances d'autres personnes. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça le fond de l'histoire. Beaucoup plus que de savoir s'il a une barbe, des lunettes, s'il mesure 1m60 ou 1m70, s'il a 3 amis, un chien et s'il aime boire du thé. Alors oui, on peut ajouter ce genre de détails, évidemment, mais c'est pas le cœur de l'histoire. Ça, c'est des éléments qui viennent en plus, à côté. Le cœur de l'histoire, c'est le problème du héros, son désir, la faiblesse, le besoin, et là en l'occurrence le besoin moral et le besoin psychologique, ses croyances, ses valeurs, et son opposition avec l'adversaire ou les adversaires. Bref, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil au livre si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis nous, le mois prochain, on parlera du chapitre suivant qui aborde le débat moral. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon Noël si vous l'avez fêté, que vous passez une bonne fin d'année, peut-être que vous êtes en vacances. Profitez-en pour vous détendre un petit peu avant d'attaquer cette nouvelle année. N'oubliez pas de faire le bilan et de fixer vos objectifs pour l'année suivante. Vous pouvez parfaitement le faire début janvier. Si vous avez envie de profiter du mois de décembre, en tout cas de la fin du mois de décembre tranquillement. N'oubliez pas de télécharger l'e-book gratuit dans la bibliothèque privée de Rêve d'auteur. Et puis nous on se retrouve du coup en 2023. Bye!